Bonjour à tous, je ne sais pas si vous m'entendez. Bonjour. C'est parfait, vous m'entendez alors. Bienvenue à vous qui venez d'arriver. On va attendre encore quelques minutes pour laisser le temps à tout le monde de se connecter. Il y avait 166 personnes qui se sont inscrites, hein, donc je ne sais pas si tout le monde viendra, mais en tout cas, il y a très certainement encore beaucoup de monde à attendre, donc ne soyez pas surpris. Bonjour à Pierre Cambou, j'en profite qui va nous faire donc la présentation de chez YOL. Et voilà, on attend encore quelques minutes que tout le monde arrive. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour Jean-René, bonjour à tous. Bonjour Sandrine. Bonjour Jean-René, bonjour Jérôme, bonjour Simon, enfin voilà, bonjour à tout le monde, hein. Il y a encore plein de gens qui doivent arriver. Comme je disais il y a 2 minutes, il y a 166 inscrits. Donc même si tout le monde ne participe pas, on va laisser un tout petit peu de temps à tout le monde de rejoindre le webinaire avant de commencer. Bonjour. Bonjour. Gros succès. Bonjour à tous. Eh bien oui, gros succès. Bonjour, effectivement. On va laisser encore 1 ou 2 minutes, si ça vous va. Pierre, est-ce que c'est OK pour vous?
Pierre? Super. Bon, je descends avec Virginie. Regarde ce que j'ai dans mon sac. Oui, bonjour. Je suis Pierre Cambou, principal analyste à Yole Group. Je vais commencer ce webinaire. Peut-être, Madame Beaufils, vous voulez faire un mot introductif? Oui, alors déjà bonjour à tout le monde, merci d'être présent. On est déjà 63 et je pense que ça va continuer à arriver. Donc merci d'avoir répondu à l'appel pour ce premier webinaire qui a été organisé en partenariat avec IOL et aussi donc la commission innovation et prospective d'Axiel. C'est donc Pierre Cambou qui va vous faire la présentation. À la toute fin de la présentation, nous verrons un Je petit ne vous entends sondage. pas. Ah, c'est embêtant. Pierre, vous m'entendez? Nous, on entend très bien. Ah, Bon, le problème vient de chez lui. Alors, je vais lui envoyer un petit message. Donc voilà, je vous disais à la fin, on fera un petit sondage pour savoir quel est le sujet qu'il vous plairait de voir traité lors d'un un prochain webinaire qui a déjà été fixé, la date a déjà été fixée. Et puis, avant ça, on vous réservera quelques minutes pour toutes les questions que vous pourrez voir ou avoir pendant la présentation de Pierre. J'espère qu'il nous entend. alors, je ne vous entends pas, mais j'espère que tout le monde m'entend. Donc, je vais commencer ma présentation sur les tendances de la microélectronique européenne et en particulier donc, le semi-conducteur dans l'automobile. On est parti pour 40 minutes, 50 minutes et on pourra échanger quelques questions si j'arrive à vous entendre. Donc je suis analyste chez Yole Group. Donc, on est une société de conseil en marketing et technologie. Donc voilà, on couvre le semi-conducteur sur ces différents sujets, différents marchés et technologies. Et on produit essentiellement des rapports annuels, trimestriels, les teardowns, donc c'est du démontage de composants et aussi du conseil en custom. Voilà, et donc nous faisons ce webinaire en partenariat avec Axiel, donc l'organisation professionnelle sur la chaîne de valeur de la filière électronique française. Alors, on va commencer par ce qui sous-tend en fait l'industrie, donc les volumes de produits électroniques. Donc là, on agrège un peu tout. Donc le grand public, en haut à gauche, vous avez le consumer, grand public. Donc on parle en milliards d'unités, là, dizaines de milliards, avec une tendance relativement à la stabilité, pas vraiment de croissance dans ces domaines. Par contre, on a deux domaines qui sont en assez grosse croissance. L'automobile, aujourd'hui, donc à la fois les voitures et tout ce qui a de mobilité, hein, donc l'électromobilité telle les vélos ou les motos, et les marchés industriels. Donc ça, c'est l'équipement des usines, essentiellement. Donc là aussi, une assez bonne croissance, entre 5 et 10%. Et ensuite, aussi intéressant pour l'Europe, les marchés de la défense, qui ont vu un peu de croissance ces derniers temps, bon, et dont les perspectives, bon, on n'est pas très optimiste là, mais c'est plutôt bon signe.
Allez, alors on commence donc sur le semi-conducteur. Donc ces volumes d'objets électroniques vont se traduire par une demande en semi-conducteurs qui s'élève à quelques centaines de milliards annuellement. Donc aujourd'hui, on a quand même une petite récession en 2023, mais on était autour des 600 milliards en 2022, redescendu autour de 540 milliards en 2023. On s'attend à une assez forte croissance tirée beaucoup par l'infrastructure, les data centers principalement, mais aussi l'automobile et l'industriel. Euh, donc, une part des revenus du domaine va se transcrire dans des marchés adjacents tels que les équipements. Donc, le WFE, vous voyez là sur la droite, donc c'est la dépense en équipement pour les fonderies, donc qui représente 15% des revenus. Donc c'est un rappel de la dépense en capital, hein, donc le CAPEX, extrêmement important dans ce domaine, autour des 25% si on agrège le tout, et sur ces 25%, les 2 tiers, donc c'est pour les fonderies. Donc le business model. Donc là, c'est un graphique pour essayer, pour synthétiser en fait le business model du semi-conducteur. Donc vous avez 2 types de business model. En gris, le fabless, donc c'est-à-dire sans posséder les fonderies. Donc la fonderie en jaune, donc ça est un acteur externe à ces acteurs fabless. Et il y a aussi des acteurs externes, Assembly and Test, qui vont servir et faire le montage des puces. Donc, ce business model s'oppose au modèle intégré, l'IDM, voilà, qui est tout en rouge. Donc, ils vont posséder leur propre fonderie et éventuellement leur propre capacité d'assemblage. Donc, le ratio aujourd'hui, c'est 36-64. Donc là, on a dépassé 1 tiers pour les revenus fabless. Ensuite, on peut aussi couper dans l'autre sens, c'est-à-dire quelle est la part des revenus liés au design, à la production. Donc la production des wafers, c'est 60%, 62% exactement, et la partie packaging and test, 16%. Donc ça, c'est comme ça qu'on découpe en fait les 540 milliards de 2023 en servant les différents marchés que vous avez sur la droite, donc le mobile, le consumer, l'infrastructure type data center et télécom. Ensuite, l'automobile, l'industriel, le médical et l'aérospatial et la défense. Autre marché connexe, donc en bas, vous avez les logiciels pour la fabrication enfin, le design des puces, donc le DA et l'IP. Vous avez les matériaux pour la fabrication des wafers et ensuite les équipements dont on a déjà parlé, et équipements pour les fabs, et ensuite 2% les équipements pour le back-end, c'est-à-dire le packaging and test. Alors, on a vu en fait les revenus globaux. Ensuite, comment ils se décomposent au niveau mondial. Donc 50% sont générés par des sociétés américaines, hein, donc, qui créent une demande sur la capacité wafer mondiale. Donc 53%, ce sont des acteurs américains. C'est une industrie dominée par des acteurs américains. L'Europe détient 11% d'une part de marché. La Corée, 14%, Taïwan et la Chine, 5-6% chacun, et le Japon, 11%. Donc voilà, ça c'est sur les acteurs. On peut transcrire cette part de marché des acteurs en wafer. Donc c'est cette unité qu'il faut maîtriser voilà, dans le domaine de l'industrie du semi-conducteur. Donc, c'est le wafer per month, WPM, et on parle en kilo wafer per month en termes d'output en production. Donc, on parle en 5000 kilo wafer, donc ça c'est pour les US, et au total, autour des 10 000 kilo wafer per month, c'est la capacité mondiale. Et on parle en unité équivalente 12 pouces, donc les wafers de 300 mm.
Alors, la capacité mondiale, elle augmente lentement, donc c'est la courbe noire que vous voyez. Elle augmente à la vitesse de 4,8% agrégé par an. Et vous avez la demande en dessous sur les différents types de semi-conducteurs. Vous voyez qu'en 2022, les deux courbes se sont rapprochées un peu dangereusement et ça a créé les problèmes de shortage que l'on a, voilà, qui ont été très, très difficiles à surmonter, et dont on est sorti aujourd'hui en 2023, 2024 même, plutôt. Et du coup, le fait que les courbes se réécartent, en fait, voilà, ça veut dire que les capacités ne sont pas entièrement utilisées, et donc il y a une relâche sur les prix. Et donc, le revenu mondial semi-con a finalement baissé en 2023. Néanmoins, on peut voir là que les quantités en wafer n'ont pas diminué, ne diminuent en fait jamais. On est toujours en croissance. Voilà, donc on espère que donc, le cycle là, est en train de redémarrer puisque le prix notamment des mémoires est en train de monter. Donc il y a une tension de plus en plus grande. Donc, on espère que la demande sera plus forte que la croissance de l'offre, hein. La croissance, la mise en ligne des nouvelles fonderies va se faire. Il y a beaucoup d'investissements en ce moment-là, mais ça va être quand même un peu assez long pour être mis en ligne. Et donc, on espère que le pic, un nouveau pic sera atteint avant 2027-2028. Donc voilà, donc là c'est la répartition de l'offre finalement de semi-conducteurs, hein. La capacité mondiale de semi-conducteurs, les usines, où sont-elles dispersées, hein, comment se répartit les 10 000 kWh de capacité mondiale. Donc les États-Unis, même s'ils ont une demande de 50%, autour de 50% sur le semi-conducteur, ils ne fabriquent que 10%. Et donc vont soit posséder des usines ailleurs dans le monde ou acheter sur le business model Open Foundry et fabless, bien sûr. Et donc, on voit qu'en Europe, vous avez les grands acteurs européens, ST, Infineon, NXP, mais aussi des acteurs américains, Intel, Texas Instruments, Littelfuse, Vishay, des acteurs japonais, Murata, euh, et chinois, Nexperia. Elfonderie aussi. Voilà. Donc, voilà, les capacités mondiales se répartissent. Donc, il y a une grosse capacité à Taïwan, hein, de 27%, qui est l'acteur dominant. Donc, les répartitions, donc là, le code couleur nous permet de voir un peu la répartition mondiale. Donc, on voit la grande dominance donc, de TSMC, l'acteur taïwanais. Mais pas que, parce qu'il y a UMC, Vanguard, Nanya. En tout cas, il y a un très gros écosystème à Taïwan, mais aussi en Corée. Et finalement, avec Samsung et SK Hynix en Corée. Par contre, il n'y a pas trop de petits acteurs coréens. Euh, donc les US sont les suivants, en bleu. Vous avez les noms. Et finalement, en jaune, alors peut-être qu'il faudrait que avant, donc en jaune, oui, effectivement, les acteurs européens, Infineon a presque le double de capacité en Europe d'ST, voilà, qui sont les deux gros acteurs. Donc les Chinois qui arrivent, il y en a une grande quantité, vous avez les noms aussi, donc le plus connu, c'est SMIC, hein, qui vient tout juste de dépasser en fait le plus gros acteur européen. Et donc, ils montent aussi très très vite. Donc, eux, ils sont autour des 5% de la capacité mondiale et 15% en tout en Chine, implantés en Chine, pas que des acteurs chinois. Et ils vont doubler leur part d'ici les 5 à 10 prochaines années. Donc, voilà, ce qu'il faut voir en fait, et comment nous, on a abordé la problématique de
la disponibilité des capacités mondiales de semi-conducteurs, c'est de le classifier en trois types de- d'offres de semi-conducteurs. Vous avez l'offre domestique euh, servant des acteurs domestiques, donc le rouge. Donc, voilà, typiquement, on a des acteurs coréens, Samsung qui va se servir lui-même, donc il va servir son entité Semicon va servir son entité électronique, donc très gros, donc tout ça en local. C'est le cas aux US pour Intel, qui a ses propres fabs en local. La deuxième façon de fabriquer, donc, c'est d'avoir des usines à l'étranger. Donc ça, c'est en gris. Donc il y a une forte présence de fonderies étrangères, par exemple en Europe. Typiquement Intel, l'usine de Lake Sleep en Irlande, demain à Magdebourg en Allemagne. Voilà. Et donc ça fabrique des composants pour des acteurs étrangers. Donc ça, il y en a notamment au Japon, à Taïwan, pas trop en Corée et un petit peu aussi en Chine, qui a quand même pas mal d'usines étrangères sur son sol. La dernière façon de fabriquer du semi-conducteur, donc c'est la version jaune. Donc c'est le modèle fabless, donc c'est de fabriquer en local, mais souvent pour un acteur étranger qui vient acheter. Et donc ça, c'est vraiment le business model Taïwan, de TSMC, du MC. On voit que la Corée et la Chine ont aussi en leur sein ce type de business model bien en place. Ce qui n'est pas vrai pour l'Europe, quand même, à noter. Donc en fait, les Européens ne répondent pas, ayant que 6% de l'offre et 11% de la demande, eh bien, ils vont chercher 5% essentiellement à Singapour et en Malaisie. Donc voilà, comment on peut un peu couper l'offre de semi-conducteurs dans le monde. Donc là, c'est trois propositions finalement, hein. Soit on coupe en disant euh, par aire géographique, en regardant visuellement ce qu'il y a dans chaque région. Donc, par exemple, à gauche, hein, 10% aux États-Unis, 27% en Corée, voilà, on peut faire tout le tour. Après, on peut regarder sur les revenus des fonderies en place. Donc là, ça peut changer un petit peu les pourcentages si la capacité en place est avancée. Donc typiquement, là, on va voir au milieu, sur les revenus générés, qu'aux États-Unis, ça va être 13%. Et après, on peut regarder à droite des capacités détenues par l'acteur par rapport au lieu du headquarter. Donc là, typiquement, si des acteurs américains, typiquement, qui vont détenir des usines à Taïwan ou au Japon, finalement, ils ont le contrôle pour 20% de la capacité mondiale. Et donc là, ça change encore un peu la donne. Et la façon de comprendre la géopolitique autour de la capacité de production semi-conducteurs. Ce qui nous attend dans le futur, donc, c'est d'assez gros investissements. On parle de 800 milliards là, qui vont être dépensés dans les 5 ans qui viennent. Ce n'est pas particulièrement élevé, hein. On a parlé de 25% de CAPEX tous les ans, dont 15% vraiment pour les fabs. Donc sur un revenu global entre 5 et 600 milliards, bah, c'est normal qu'on dépense sur les 5 ans qui viennent 800 milliards. Par contre, ce qui est atypique en ce moment, ce sont les CHIPS Act, 50 milliards aux US, pas loin en Europe. Voilà, et donc un certain nombre de relocalisations d'usines qui ont un certain nombre de délais, hein. On sait qu'aux États-Unis, notamment, ils ont un peu décalé. Ils espéraient 2024-2025. Bon, maintenant, c'est plutôt 2025-2026. Et on a annoncé aussi des délais aussi en Europe pour Magdebourg. Par contre, il y en a qui sont venus en ligne, hein. ST a sorti Catagne très rapidement. À noter la dépense immense en Chine, puisqu'ils ont des grandes espérances, hein, d'augmenter leur capacité.
Alors, c'est pas juste. Alors, ça, c'est les capacités silicium. Il y a aussi une capacité, donc environ 5% de la capacité mondiale n'est pas en silicium. Elle est dans ce qu'on appelle la large band gap. Le GaN, le SiC, l'INP, le GaAs. Et donc là, vous voyez les acteurs un peu dans le monde. Donc cette offre sur le large band gap est assez présente en Europe avec de gros acteurs comme IQE. Wolfspeed est l'autre gros acteur, mais cette fois-ci américain. Ouais, on va revenir sur la large band gap plus tard en parlant de l'automobile et donc des aspects power. Donc là, on a les courbes de croissance de la dépense en capital pour les différents types de semi-conducteurs. Et voilà, ils atteignent 150 milliards en 2023 et on va monter jusqu'à 200 milliards d'ici à 2028. Voilà, cette dépense, elle se décompose. Donc là, vous voyez sur la partie droite, le gris, donc c'est les dépenses, par exemple, de, de murs et du sol, acheter les hectares de terre. Maintenant, la fab elle-même, ça va être le bleu et les équipements de type test en jaune. Donc, vous avez le pourcentage en bas. Donc, on a eu un pic en 2022. Donc, la dépense en CAPEX est liée aussi à la santé des acteurs. Donc, si vous avez les acteurs de mémoire, typiquement, qui ont décru en 2023 fortement, ben, il y a moins de dépenses. Et la dépense est amenée à réaugmenter. Donc, ça, c'est important pour les équipementiers. Donc, les équipementiers sont essentiellement, enfin, les gros équipementiers sont américains et japonais, mais aussi européens. Et ça, c'est une des grandes forces de l'écosystème européen, c'est d'avoir de gros équipementiers comme ASML, comme ASM international. Il manque aussi Bessie. Je pense que ça serait bien de. Voilà, on a beaucoup d'acteurs en équipement. À comparer des acteurs asiatiques comme la Corée, la Chine, qui sont vraiment acteurs mineurs. Euh, Par contre, en termes d'acheteur, en tant qu'acheteur, donc ça c'est intéressant à regarder puisque de façon ultime, c'est la part de marché sur le semi-conducteur. Donc l'Europe a aujourd'hui une position autour des 11%, je vous l'ai dit, et par contre, sa part dans les achats d'équipements est assez faible. Elle est un peu en dessous de 10%. Et donc, bon, on ne peut pas s'attendre. Alors, c'est lié aussi au type de semi-conducteur qui est fabriqué en Europe, donc, puisque là, c'est un décompte en dollars. Et donc, aujourd'hui, là, sur les quelques dernières années, on peut voir la montée en puissance des achats d'équipements semi-conducteurs chinois, donc qui montent aujourd'hui à 30%. C'est eux qui achètent 30% des équipements. On voit la part de la Corée du Sud, de Taïwan et du Japon qui est corrélée en fait à leur position aujourd'hui en termes de capacité mondiale de semi-conducteurs. Donc quand on dit que d'ici à 5-10 ans, la Chine obtiendra 30% du marché du semi-conducteur, ben, vous, vous voyez d'où ça vient en fait. C'est en analysant ce type de courbe. Voilà. Et donc l'écosystème européen, il est aussi des semi-conducteurs. Il s'appuie donc non seulement sur des équipements, mais aussi sur du sous-système, donc type des optiques, des pompes, des robots de handling, toutes sortes de composants. Donc là, en rouge, gestion des gaz. RF, thermique, fluide. Donc voilà, une très grande diversité de sous-systèmes qui servent ensuite des équipements qui eux-mêmes vont servir à fabriquer donc c'est des équipements et des matériaux, hein. Vous avez par exemple Air Liquide là, en France, Linde en Allemagne pour le même genre de fourniture de gaz et de fluide.
Voilà. Et donc sur les sous-systèmes, l'Europe est encore plus forte que sur les équipements et représentant environ 40% du marché face aux Américains qui représentent 30%. Et les Japon, 20%. Voilà. Donc ça, je vous ai fait un tour rapide de ce que c'est que l'écosystème, un peu les volumes sur chacun des marchés, du marché et puis des marchés adjacents du semi-conducteur. Et donc, je vais partir sur une deuxième partie qui est l'automobile, et donc la demande en semi-conducteurs sur l'automobile. Puis ensuite, on fera un focus sur la partie, voilà, l'écosystème européen. Donc, donc l'automobile bon, a subi pas mal de transformations depuis, depuis les toutes premières apparitions en Allemagne à la fin du 19e siècle. Donc, en ce moment, donc les grands sujets, c'est l'électrification et l'ADAS, donc le rouge, le vert, sachant qu'il y a aussi tout ce qui est connectivité et aussi le découplage software, donc logiciel et le matériel, hein. Donc, les aspects, on parle beaucoup en anglais Software Defined Vehicle, donc le véhicule défini par le logiciel. Alors, toute la course aujourd'hui, hein, c'est les fabricants d'automobiles, quels sont leurs niveaux d'intégration de la technologie électrique. Donc, sur leur line-up, voilà, il y a certaines marques qui sont à 100%, hein, BYD, bien sûr Tesla, qui sont à 100%. Et donc, ce que l'on traque, c'est à quel horizon les acteurs vont dépasser le 50%. Donc, la plupart des acteurs, donc notamment européens et américains, envisagent d'aller à ces 50% d'ici à 2030. Sachant qu'il y a un léger décalage en ce moment. Est-ce que ce sera 2030 ou 2035? Voilà, c'est la question. Et aussi, un certain nombre d'acteurs, surtout haut de gamme, se positionnent sur l'ensemble de leurs véhicules électriques, qui seraient électriques, entre 2030 et 2035. Aussi avec, bon, en ce moment, la tentation de reculer en fait cette échéance. L'Europe s'est préparée donc à cette bascule en installant pas mal d'usines de batteries. Donc là, vous avez les capacités et les installations. Je ne vais pas passer à travers, mais bon, c'est correctement préparé à cette transition, en tout cas en faisant les investissements nécessaires. Et donc, on a aujourd'hui voilà, ça participe à la croissance des revenus du semi-conducteur automobile. Donc, vous avez là sur cette courbe le nombre donc en rouge, le nombre de puces et nombre de puces par véhicule donc sur la gauche. Donc, on arrive au-delà des 800. Là, on va arriver à plus de 1000 puces par véhicule et la valeur obtenue par véhicule. Donc, l'ordre de grandeur, c'est $600 en 2023. Et donc la courbe, bon, elle ne fait que monter et on devrait atteindre autour des $900 d'ici à 2028 par véhicule en moyenne. Donc on est à 45 milliards de dépenses en semi-con automobiles au niveau mondial. Et donc il y a avec un taux de croissance autour de 12%, donc attendu d'ici aux 5 ans, 5 ans à venir, hein. Donc c'est le taux de croissance actuel, hein, autour des 12%. Donc, voilà, donc ce marché va doubler d'ici à 2028. Il y a 4 grands types d'électronique, hein, ce qui sert l'électrification en vert, ce qui sert l'ADAS, donc qui est le plus gros, hein, le plus gros marché aujourd'hui, c'est l'ADAS. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle l'EV, donc In-Vehicle Infotainment. Donc l'infotainment, c'est tout le cluster central.
avec l'écran et aussi tout ce qui est indicateur. Et le, le bleu, donc finalement, le châssis, les portes, enfin, voilà, les- euh, ce qui reste. Alors, le type de composants qu'on va trouver, notamment pour l'électrification. Donc, il y a quatre grands domaines, donc les convertisseurs DC-DC, les inverteurs, le chargeur et le battery manager. Donc ça, c'est les quatre pour un véhicule électrique, sachant que peut se rajouter, si c'est hybride, de la gestion au niveau du moteur euh, et au niveau de la transmission. Donc il y a pas mal, vous avez la liste en bas à droite, le type de composants qu'on va trouver, hein, donc des composants analogues, ASIC, GaN, IGBT, ouais, tout un vestiaire. Voilà, et donc il y a des technologies aujourd'hui qui sont très très regardées. Euh, la technologie de base, donc c'est le MOSFET, donc c'est un transistor de puissance, silicium, donc qui peut être IGBT, qui peut être donc ça c'est tout en silicium et vous pouvez avoir leur version en large band gap. Donc soit en carbure de silicium, donc SiC, ou en nitrure de gallium, donc le GaN. Donc le GaN, bon, ça c'est un peu pour l'avenir, mais aujourd'hui tout le monde regarde le carbure de silicium, le SiC. Et le GaN, Donc vous avez tous ces composants qui viennent alimenter donc les quatre grands domaines, hein, l'inverteur, le convertisseur DC-DC, et donc aussi pour le chargeur. On-board charger, OBC, on-board charger. Voilà, donc vous avez aujourd'hui des sociétés comme Infineon qui vont servir donc une panoplie de composants comme des IGBT, des MOSFET, un carbure de silicium et du GaN. Donc ça, c'est la force bon, de sociétés comme Infineon, acteurs européens. Voilà. Mais bon, aussi ST, des acteurs américains aussi qui vont se positionner face à eux. Alors, ça c'était, donc on a vu pour le power, l'électrification. On va parler un peu ADAS. Donc la ADAS, c'est la sécurité. Il y a un certain nombre de capteurs et ensuite de calculateurs qui vont permettre notamment l'arrêt d'urgence, donc éviter des collisions. Donc vous avez souvent soit un radar, soit une caméra, soit la combinaison des deux, souvent la combinaison des deux. Vous avez bien sûr les airbags et voilà. Et maintenant, ce qui est obligatoire, rajouter un monitoring du conducteur. Donc vous avez énormément d'acronymes, hein, LVD, LDV, WS, LK, ALB, voilà. Donc ça c'est le monde de l'ADAS et qui nécessite énormément d'équipements électroniques. Voilà, l'IVI, donc le In-Vehicle Infotainment, donc là de quoi on parle, donc c'est le cluster d'instrumentation, mais aussi tout ce qui l'interaction avec la climatisation. Il peut y avoir aussi des caméras aussi incorporées dans l'ensemble. Alors sur le châssis, il y a pas mal d'équipements électriques en fait dans un véhicule. Et puis aussi des capteurs sur les sièges pour détecter savoir s'il y a des gens à bord. Et donc, tout ça va nécessiter à nouveau énormément de composants, que ce soit des capteurs, mais aussi des- de la communication. Donc, c'est pour ça que vous avez des, euh, des transceivers, par exemple, pour les câbles. Alors, effectivement,
on revient sur le SIC. On va parler beaucoup SIC parce que c'est le gros enjeu d'investissement à venir. Donc, vous avez bien sûr Tesla qui a fait ce choix dès 2017 d'incorporer du SIC. Donc les véhicules chinois aujourd'hui qui sont arrivés à maturité et qui arrivent non seulement en Europe mais qui sont largement développés en Chine intègrent aussi cette technologie. Euh, donc Tesla était en 400 volts, donc ça c'est des architectures des architectures de véhicules électriques 400 volts, les Chinois ont développé du 800 volts. Donc, notamment pour la charge, ça permet d'aller très très vite. Donc, il y a tout un écosystème qui s'est monté. Donc, ça, c'est l'écosystème mondial hein, sur le carburant de silicium. Donc les acteurs historiques, il y en a quatre là qui sont mentionnés, donc ST, le fournisseur de Tesla, hein, mais aussi donc les deux Américains, onsemi, Wolfspeed et ROHM également, sont tous fournisseurs intégrés. C'est vrai qu'ils vont de la boule, donc la boule c'est le substrat, la fabrication du substrat, de la matière carbure de silicium. Donc l'épitaxie, c'est d'en faire un wafer finalement, hein. Et ensuite, le processing, donc l'étape de fonderie. Il y a des étapes de design éventuellement pour les acteurs fabless. Donc, il y a des acteurs fabless, donc ce qu'on peut voir en bas comme Vishay, Littelfuse. Il y a une étape aussi très importante qui est la partie module, donc l'assemblage de ce composant, de ces composants, puisque souvent, c'est pas un seul, c'est pour ça qu'on appelle ça un module. Et du coup, là, ça peut être des acteurs, notamment des tier 1, donc ZF, on voit hein, ZF, qui vont fabriquer des modules. Voilà, et donc les acteurs en fin de chaîne sont des acteurs comme Siemens, Tesla, Foxconn. Donc, juste à mentionner quand même aussi, on a des acteurs qui ne viennent pas du semi-conducteur et qui arrivent sur toute la chaîne de valeur. Donc, on voit des acteurs comme donc, euh, des acteurs qui étaient semi-con, tels que Toshiba, même Bosch est un acteur du semi-con, mais aujourd'hui, on commence à voir BYD, donc l'acteur chinois, CRRC, qui est un fabricant de trains chinois aussi, qui viennent se positionner comme un acteur de semi-conducteurs en étant capable de maîtriser toute la chaîne. Donc ça, c'est très très particulier, vu nulle part ailleurs. Et c'est une particularité de ce semi-conducteur voilà, innovant, hein, qui est le SiC. Alors, les dernières nouvelles sur le SiC, donc vous voyez toutes les fabs aujourd'hui en prod aujourd'hui dans le monde. Donc, c'est essentiellement entre les États-Unis, l'Europe et la Chine. Euh, le Japon, pardon. Euh, Tout récemment, donc la fab de 8 pouces. Donc, la bascule se fait entre 6 pouces et 8 pouces. Donc entre 150 mm et 200 mm. Donc les toutes nouvelles fabs, là, c'est vraiment 200 mm, c'est l'état de l'art du semi-conducteur. Et la dernière qui vient d'être sortie, c'est à Catagne, en Sicile. Donc, on a voilà, une supply chain qui va au-delà juste des acteurs du semi-con. Il y a tous les acteurs au-dessus, hein, donc les tier 1 européens, mais aussi au niveau mondial, hein. Donc là, c'est pas un jeu entre acteurs du semi-conducteur. Donc, comme je vous l'avais dit, il y a aussi un écosystème aval à connaître. Voilà, donc je vais passer vite. Voilà, donc là, vous avez la table de correspondance entre les acteurs fournissant les inverteurs et
et les marques de voitures, typiquement. Donc, voilà, Valeo qui va travailler avec Infineon et Renault, Bosch qui va travailler avec Volkswagen, Vitesco avec Mercedes. Voilà, donc les grands enjeux, là, c'est pareil, c'est une slide vraiment de synthèse. Donc, sur les grands acteurs, les acteurs majeurs, hein, donc ST, Infineon, donc c'est les acteurs européens. Ensuite, les Américains, Wolfspeed, Onsemi, et ROM, japonais. Donc, Bosch aussi, acteur européen, et Sanan, l'acteur chinois. Bon, il est intéressant de voir qu'ST a fait un partenariat avec Sanan en Chine. Voilà, donc ça c'est sur l'électronique de puissance, un peu l'écosystème. Donc là c'est vraiment le semi-conducteur. Donc là vous avez les acteurs, non seulement européens, mais aussi chinois, américains et japonais. Et un peu ce sur quoi ils travaillent. Bon. Allô? Putain. Je crois qu'on a été coupé avec Pierre qui avait des soucis de connexion. J'espère qu'il va revenir tout de suite. On va attendre 2 petites minutes, toutes nos excuses pour ça. Et Sandrine, je suis désolé. Bonjour, c'est Jean Flagon. J'ai pas pu avoir le minute là, mais je me suis connecté un peu après. Et je ne sais pas s'il était précisé qu'on pourrait avoir les slides séparément. Alors, les slides seront à disposition sur notre site internet. Vous êtes un peu trop nombreux pour qu'on vous les envoie et on ne voit pas forcément qui était connecté là, sur on n'a pas les adresses mail. Donc, ça sera mis sur notre site internet. Elles sont disponibles sur notre site. Parfait, merci. Votre micro est coupé, Pierre. Je ne sais pas si vous nous entendez mieux maintenant. Ouais, on a été Ah, coupé. ça y est, Ouais, je suis désolé. pas de souci. Vous Bon, nous entendez du coup maintenant? Tout va ouais, bien? et tout va mieux. Ouais. Bon, Mon ça va mieux. ordinateur est tombé en rideau. Du coup, je vais essayer de redémarrer la présentation. Mais on était sur la fin. Euh, du coup, ouais, du coup, j'ai plus le retour. Est-ce que vous avez du coup plus Non, on n'a plus la présentation. l'écran, Non, ouais, Donc je vais l'écran est coupé, repartager. Je vais s'il vous plaît. repartager. Ok. Voilà. Ah, ok. Alors là, on nous voit, nous. On voit votre agenda maintenant. Ouais, ouais, on va simplifier parce que vu que j'ai tout perdu. Voilà, donc on était au niveau Est-ce que bon, vous pouvez mettre en plein voilà, écran? Voilà, super. oui, ça y est, voilà. On était au niveau des acteurs, hein, de l'écosystème semi-conducteur, hein, de l'électronique de puissance. Voilà. Donc ça, c'est les acteurs qui pourraient finalement se positionner en fait, hein, au-delà du SiC. Donc c'est toutes les gammes sur le power en fait en général, hein. Donc voilà, ceux qui font du discret, donc c'est là des composants, des transistors uniques ou des modules, donc c'est la combinaison de plusieurs transistors dans un unique packaging.
Donc la fabrication va impliquer des équipements et voilà. Donc là, on vous montre en fait tout l'écosystème existant hein, autour donc les genres d'équipements que vous allez trouver pour fabriquer du SiC, des composants SiC. Vous avez besoin d'épitaxie, vous avez besoin de faire de l'implantation, de l'oxydation. Donc ça, c'est que des noms très connus hein, du semicon, tels que Applied Materials, Axelis, voilà. Donc ça, c'est eux qui vont servir des équipements pour fabriquer du composant SiC. Et les enjeux, ils sont voilà, avec notamment en particulier sur l'épitaxie, et sur l'implantation. Donc il y a des points durs en fait pour la mise en place de capacités. Voilà, quand on vous dit bon, il y a une nouvelle usine à Catagne ou une nouvelle usine, voilà, ça va générer de forts investissements sur certains types d'équipements, et notamment la métrologie. Donc voilà. Et aussi des demandes en laser, donc l'annealing, voilà, c'est les 4 ou 5 zones en fait de demande fortes qui vont être liées à cette demande à SiC. Alors, ouais, on est sur la fin, hein, on est sur la fin, là, c'est un peu les sujets connexes, donc c'est la charge. Donc on est passé en fait d'une charge lente finalement en courant alternatif vers des charges rapides en courant continu. Voilà, à bord, pas à bord, voilà, il y a des arbitrages et une course en fait à l'évolution technologique pour servir ces systèmes de charge. Donc aujourd'hui, les systèmes voilà, évoluent assez vite. Donc vous avez toute une segmentation, une ségrégation de types de charges. Donc moins de 50 kW, 50, 100, 100, 200 et 200 et plus. Et ce qui va être bien sûr le plus gros, la plus grosse fraction, c'est 200 et plus, 200 kW et plus. Donc avec des taux de croissance énormes, 34%. Voilà, et donc les infrastructures de charge, voilà l'écosystème aussi, vous avez les noms, des gens qui vont être impactés par voilà, fabriquer l'électronique de charge. Donc là, c'est plus les véhicules, enfin, il y a des systèmes de charge à bord, mais là, on parle de l'infrastructure. Servant des gens comme des clients finaux comme Ionity. Voilà, donc on est, il y a une pression, sur les technos, il y a une pression sur les marchés, sur l'écosystème, l'écosystème des acteurs, on veut dire, et aussi une pression à être neutre en carbone, hein, puisque tout le but, c'est d'avoir une réduction de l'impact de la mobilité hein, sur les émissions carbone, mais donc aussi sur la fabrication. Toutes ces sociétés-là que j'ai décrites, dont j'ai parlé, sont engagées en fait dans des démarches de neutralité carbone. Donc, faire des usines alimentées notamment en électricité verte. Voilà, mais là, je pense que je déborde. Voilà. J'ai fini sur les aspects couverture voilà, du power, et notamment de l'écosystème européen. Excusez-moi, vous pourriez revenir Oui, sur le slide sur le quantum. le numéro combien? 2 slides avant, il y avait quelque chose sur le. Ouais, voilà. Super. Sur? Le quantum power. Bon. Alors, non, parce que le quantum, on avait préparé des slides sur le quantum et voilà, j'ai quelques slides sur le quantum et sur le new space, puisque en fait, ce seraient les sujets sur lesquels on pourrait revenir la fois prochaine. D'accord.
Donc, là, j'ai juste 2 slides. Là, moi, j'ai fini finalement la présentation sur les écosystèmes, les dynamiques, notamment du semi-conducteur et du power et du power SiC en Europe. Voilà que je vous ai présenté aujourd'hui. Je suis disponible pour des questions. Si vous en avez, on peut revenir sur un slide. Et ensuite, la question, c'est qu'est-ce qu'on vous propose comme sujet pour le coup d'après? Donc, c'est-à-dire vous présenter, par exemple, le quantum. Donc là, vous avez un slide sur le quantum où on regarde quel type de techno, quelle est la demande en fait autour du quantum. Là où on décrit qu'il y a pas mal d'ordinateurs, de serveurs là, qui permettent de contrôler une, une enclosure où il va y avoir la puce quantum, qui est voilà. Donc ça c'est une des architectures d'ordinateurs quantiques. Donc ça c'est ce qu'on pourrait décrire. Voilà, avec les différents types d'approches quantiques. Donc ça, c'est les quantiques, ordinateurs quantiques, hein. Donc il y a des ordinateurs en superconducteurs, traption, photonique et aussi spin silicon. Donc ça, c'est les différentes approches quantum. Et aussi discuter New Space, le type d'application par rapport au use case traditionnel et puis quels sont les acteurs du New Space. Voilà, ça c'est deux. Voilà, juste, on m'avait préparé 2-3 slides pour dire pour le coup d'après. Voilà, Ah ben, c'est parfait. effectivement. J'attendrai Merci. Je vais alors, vous pouvez poser vos questions. Il y en a une qui vient d'arriver hein, sur le chat. Enfin, il y a même deux d'ailleurs. Voilà, les questions arrivent. Entre-temps, moi, je vais vous lancer le petit sondage que je vous ai préparé pour justement préparer le prochain webinaire qui aura lieu le 15 octobre à 17 h. Même heure et même endroit, mais au 15 octobre. 3 sujets ont été prédéfinis. À vous de choisir celui que vous préférez, voire peut-être un quatrième, hein, si j'ai une case autre. Et dans le chat, vous nous mettrez celui que vous aimeriez voir traité. Le premier sujet, c'est l'e-mobility, innovation des semi-conducteurs pour l'e-mobility, défis, opportunités. Le deuxième sujet, c'est le New Space, innovation des semi-conducteurs dans l'ère du New Space, nouvel espace de bataille entre grandes puissances. Et le troisième, c'est le quantum, quand les semi-conducteurs rencontrent le quantique, quels sont et seront les impacts et les opportunités. Je vous laisse poser vos questions et Pierre, je ne sais pas si vous voyez dans le chat les 2 premières questions qui ont été posées, sinon Ah, si vous pouvez me les donner, oui, ce serait mieux. je vais vous les donner. Voilà, je vous envoie, vous avez dû recevoir, enfin voir apparaître le sondage. Alors, dans les questions, sur est-ce que YOL réalise des études à propos de l'extrémité amont de la chaîne du semi-conducteur, extraction des minéraux matériaux, production d'électricité verte associée? Alors, nous, on pourrait, oui, on pourrait, je ne sais pas si on a déjà fait, il me semble que certains, on a déjà regardé typiquement l'impact sur les matériaux rares. Effectivement, oui, en tout cas, moi, je ne connais pas de rapport sur le sujet, mais oui, on peut s'y atteler en tout cas. Pas de problème. Ok. Message, donc ça c'était Tony Mindron qui posait cette question. Message de Sandrine. Sur la diapo 11, pouvez-vous repréciser ce que comprennent les chiffres acteurs? La nationalité des acteurs qui achètent le plus de semi-conducteurs, les pays qui achètent le plus de semi-conducteurs. Par exemple, quand Foxconn approvisionne des puces pour Apple, est-ce que vous considérez que les puces sont achetées par un Américain? Est-ce que ces chiffres comprennent les mémoires? Alors souvent, nous, on se positionne par rapport aux acteurs du semi-conducteur. Donc, c'est-à-dire que Foxconn, eux, ils achètent à des acteurs souvent américains. Donc, ce n'est pas un acteur du semi-conducteur. Alors, oui, bon. 11. 11, voilà. Alors là, on se positionne donc c'est les capacités, hein, 10 000 kWh per month. Donc c'est les capacités mondiales de fonderie.
Donc, sur les deux types, hein, IDM, donc intégrés, les fonderies intégrées, et aussi les fonderies ouvertes, celles qui vont vendre comme TSMC. Et là, on a des acteurs, par exemple en Europe, tels qu'Intel, qui sont présents. Mais là, on regarde essentiellement le chiffre d'affaires d'Intel, le chiffre d'affaires fonderie, on va dire, ou le nombre de wafers, puisque là, on regarde le nombre de wafers, pas le chiffre d'affaires. On regarde le nombre de wafers sortis par Intel, par la capacité de prod en, en Irlande. Et donc, c'est ça qu'on regarde. Donc, quand on agrège l'ensemble des capacités des usines européennes, on obtient 7% de la capacité mondiale. Donc là, je regarde du côté, euh, quelque part, de l'offre de semi-conducteurs. Je ne regarde pas celui qui achète, qui pourrait être Foxconn, typiquement. Merci. Alors, autre question. Merci beaucoup pour cette vision d'ensemble. Donc, c'est Tassine Akalin qui pose la question. Merci beaucoup pour cette vision d'ensemble très intéressante de l'écosystème mondial. Auriez-vous identifié une technologie, une filière ou une application pour lesquelles l'Europe pourrait jouer un rôle critique? Elle joue un rôle critique aujourd'hui dans l'automobile et dans l'industriel. Aujourd'hui, voilà, la conclusion, c'est quand même que donc les trois acteurs, là, Infineon, AST, NXP, sont des acteurs majeurs dans ce qu'on appelle le More than Moore. C'est-à-dire, ils ne vont pas adresser ni les mémoires, ni les processeurs avancés, qui sont tenus essentiellement par les Coréens pour les mémoires, et les processeurs, donc les Américains. Donc les Européens sont forts effectivement sur tout ce qui est capteur, MEMS, sur l'opto, la photonique, donc avec des acteurs comme AMS Osram. Donc, et effectivement, bon, l'avenir, c'est un renforcement de ces domaines-là, qu'on appelle le more than more, sur les marchés qui sont déjà aussi des points forts pour l'Europe, qui sont les marchés haut de gamme, automotive, industriel, et aérospatial. Donc, pour l'Europe, c'est sûr que c'est dans ces directions que on sent que voilà, l'Europe a de l'avenir. D'un point de vue personnel, j'aimerais que effectivement on ait une base, je pense qu'il serait intéressant pour l'avenir, hein, de l'écosystème, qu'on arrive à élargir, mais c'est la problématique de tous les pays, hein, d'arriver à élargir, d'être capable de faire, par exemple, que la Corée fasse un peu plus que de la mémoire, que les Américains fassent un peu plus que des processeurs. Tout le monde se pose la problématique de, voilà, d'élargir. Et je pense que l'enjeu pour l'Europe, ça va être voilà, d'élargir ces marchés et ces technos pour l'avenir. Le quantum est effectivement l'une des directions. Vous proposiez de regarder le quantum, peut-être quelque chose à jouer sur le quantum. Ouais, enfin, le quantum, ça reste des marchés quand même extrêmement lointains, hein. Tout à fait. Ça, on l'a bien compris. On l'a bien compris. À court terme, on on est ça chez marche. Valetti, on est impliqué dessus depuis longtemps et on ne voit pas ça pour tout de suite, hein. Donc, c'est pas ce qui va remplir les fabs avant très longtemps. La question qui pourrait peut-être vous poser, hein, puisqu'on le voit comme un relais potentiel de l'IA, de quantum, pourrait donner une réponse. Parce qu'aujourd'hui, ce qui drive l'industrie mondiale, en tout cas les espoirs de croissance de l'industrie, c'est l'IA génératif. Donc, grosse demande en processeurs à venir, grosse demande sur des architectures de processeurs un peu particulières. Ouais, Grosse mais demande. enfin, il y a quand même aujourd'hui un très gros problème énergétique, ça passe pas à l'échelle. Exactement. Et Voilà. donc, il y a une opportunité. Je sais qu'en Europe, voilà, de façon ultime, ça pourrait être le quantum, mais il y a tout des niveaux de grille, quoi, entre l'IA génératif actuel à base de GPU et le quantum. Eh bien, en fait, il y a des niveaux de grille. Vous pourriez proposer, enfin, voilà, ce qui pourrait être proposé, c'est de nouvelles architectures de processeurs. Je pense à Calaray.
Je pense qu'il y a aussi des propositions photoniques. Donc, essayer d'aller regarder en termes d'opportunités, s'il y avait des opportunités à saisir pour l'Europe, voilà, c'est peut-être de regarder dans cette direction. Je pense que sur l'IA, pour l'Europe, mon sentiment, c'est qu'aller sur l'IA dans le cloud, c'est pas la bonne chose. Il faut plus aller côté européen sur l'Edge AI, qui est un marché beaucoup plus accessible, en particulier pour les quatre, Bosch, NXP, ST, Infineon. Donc globalement, et des marchés qui sont importants en volume, puisque 80% des données d'ici 2030 devraient être traitées au niveau Edge. Pour 4 bonnes raisons, on va dire: la protection de vos données, la diminution de la bande passante des réseaux, la diminution de la consommation, d'un facteur extrêmement important, et puis la faible latence. Donc globalement, qui permettront des applications diverses. Et une entreprise n'a pas envie d'envoyer ses datas dans le cloud, forcément, etc. Donc globalement, et une voiture ne peut pas envoyer ses données dans le cloud pour des problèmes de latence. Donc on a quand même, et puis dépendant Oui, d'une code. alors c'est plus 5G qu'une aussi. opportunité, puisque Edge, voilà, le Edge, l'acteur le- majeur, en général, c'est ST, hein. Je suis désolée, je vais vous couper, mais comme on a déjà dépassé un tout petit peu l'heure et qu'il y a 2, 3 autres questions, j'aimerais bien on les termine juste avant de devoir se quitter. Excuse-moi, hein, Jean-René, je suis désolée. Mais je sais que tu es passionné par le sujet, donc c'est pour ça que je me permets. Vas-y, pas de souci. Une autre question de Renaud de Langlade. Faisabilité de monter la part de l'Europe à 20% avec l'objectif Chips Act. Alors, aujourd'hui, enfin, 20% de quoi? Toute la question. Si c'est des revenus, peut-être, peut-être. Puisqu'en fait, l'Europe, typiquement, n'a pas encore fait sa bascule. Ah, On l'a perdu. on a perdu encore Pierre. Mince. Embêtant. Pascal, tu avais une question à poser tant que Pierre Ouais, moi, c'était une question assez simple. Est-ce qu'il y a la même quantité de semi-conducteurs? Parce que l'ADAS, c'est partout pour les mêmes. Si on fait hydrogène, électricité ou essence, pour l'ADAS, ce sera la même chose en termes de microprocesseurs. Mais est-ce que globalement, une voiture qui est toute essence, une voiture qui est toute électrique, une voiture qui est hydrogène ou autre, est-ce qu'il y a des grosses différences en termes de quantité de semi-conducteurs au niveau des voitures? Bon, le problème, c'est que Pierre n'est pas revenu entre-temps. Alors peut-être qu'il y a quelqu'un qui peut me répondre, hein. Je veux dire, moi je posais la question parce que je me dis, on voit qu'en Allemagne, ils disent que l'électrique ne part pas aussi vite que prévu. Non, Volvo, lui, il je veut peux faire du peut-être tout répondre. électrique. Alors, Ouais, est-ce que... Pardon, vas-y, pardon. je peux peut-être tenter de répondre. Donc, comme vous le savez, le marché du semi-conducteur devrait être multiplié par 2 d'ici 2030. Et le marché de l'automobile est plutôt prévu pour être multiplié par 3. Donc aujourd'hui, le marché de l'automobile, c'est de l'ordre de 8-9% peut-être du marché semi-conducteur, l'ordre de grandeur. Donc on va passer à 12 ou 13. Mais globalement, ça restera quand même un marché qui est assez contraint parce que finalement, avec des contraintes, il faut que les puces durent très longtemps, avec des contraintes assez dures au niveau qualification automobile. Donc c'est aussi un des soucis à venir parce qu'effectivement, quand on met des composants de puissance dans une voiture, la voiture est censée durer 10 ans, 15 ans. Et avec le véhicule électrique, elle est censée faire 1 million de kilomètres. Donc voilà. Donc il y a des contraintes qui sont quand même fortes sur le marché automobile. Donc, mais je pense qu'effectivement, la capacité de l'Europe, ce qui est affiché dans le Chip Act, de monter à 20% de la production sur le sol européen en 2030, dépendra très fortement de la réelle implémentation d'Intel à Magdebourg, de TSMC en Allemagne, et de l'augmentation réelle des capacités qui ont été annoncées dans différents endroits en Europe. Mais au niveau, par exemple, du choix des gens, en fait, de continuer avec faire de l'essence ou de l'évolution de la part électrique en termes d'automobile, de la partie hydrogène, est-ce qu'il y a un impact? Est-ce qu'il y a plus de microprocesseurs dans une voiture qui sera électrique? Est-ce qu'il y aura plus de microprocesseurs dans une voiture qui sera essence? Est-ce qu'il y aura plus de microprocesseurs dans une voiture qui sera hydrogène? Est-ce qu'il y aura plus de microprocesseurs dans une voiture qui sera à cheval sur 2 technologies? Non, en microcontrôleur,
on va dire en microcontrôleur ou en microprocesseur, non. Par contre, en valeur de la voiture, avec la connectivité de la voiture, le passage à l'électrique et la DAS, le poids de l'électronique dans le coût d'une voiture va dépasser les 30%. Parce qu'il y aura de plus en plus. Mais quelle que soit la technologie. Bah, non, une voiture électrique, forcément, a beaucoup plus de composants semi-conducteurs qu'une voiture thermique. D'accord, c'est ça que je voulais. De façon très très forte en contenu et en valeur semi-conducteur. D'accord. Voilà. Donc c'est clairement un des relais importants pour l'industrie du semi-conducteur. C'est pour ça qu'il y a aussi toutes ces technologies qui sont quelque peu en compétition entre le SiC, le GaN et les IGBT. Hein. D'accord. Et l'hydrogène, est-ce que l'hydrogène va réussir à faire une percée dans ces cas-là? Est-ce qu'au niveau des microprocesseurs, ce sera plus enclin à être. Est-ce qu'il y aura plus de microprocesseurs pour voiture hydrogène ou pas? Les microprocesseurs, le besoin de calcul est augmenté par les mécanismes ADAS, alors ADAS niveau 2, 3, 4, et puis le parking assisté et toutes les aides à la conduite. Ouais, donc c'est général, toutes les voitures, c'est à peu près pareil. Toutes les voitures, c'est à peu près pareil. Par contre, l'hydrogène, c'est encore assez loin. Hein. Donc, par rapport à l'électrique et l'électrique, est-ce que l'Europe tiendra bien la règle qui est appliquée en 2035 avec plus aucune véhicule thermique construite? On voit que ce truc-là est en train un peu de se déchirer par des contraintes diverses et variées. Donc, Merci beaucoup, Jean-René. Je vois que Pierre n'a pas réussi à se reconnecter. Il restait une ou deux questions. Ce que je vous propose, c'est que nous avons enregistré de toute manière ce webinaire. Nous allons donc tout mettre sur notre site internet. Hein. Nous allons également reprendre les questions et entre autres les dernières questions qui n'ont pas obtenu de réponse et nous y répondrons sur notre site internet directement. Donc, on essaiera de répondre directement à Renaud, je crois, qui avait posé une question, Renaud Langlade, et Jörg Nowak, qui avait aussi posé une question. Donc, on vous répondra en direct, mais on mettra également les réponses sur notre site internet. Vous avez encore quelques minutes pour répondre au sondage pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Merci beaucoup pour votre présence. Une question, Sandrine, le sondage apparaît où? Dans la conversation de la réunion. Okay, donc il n'apparaît pas chez moi, mais c'est pas grave. Alors apparemment, certains me disent qu'il y a peut-être des problèmes d'incompatibilité avec vos propres PC, par votre configuration IT. Donc ça vient peut-être de là. Mais c'est apparu en superposition aux Teams en fait. Ah, alors si Jean, tu l'as eu, mais pas Franck. Ouais. On n'est pas au même endroit. Je me permets de Murata également. Je l'ai eu le sondage. Franck, je pense que vous pouvez le retrouver dans les petits icônes en haut. Vous avez Notes et Polls juste à côté. Et là, vous avez le sondage qui apparaît normalement à côté des petits logos autres. Effectivement, moi je le vois. Bon, j'espère que vous avez tous pu le voir. A priori, les premières réponses reçues donneraient un 35% pour le New Space, 29% pour l'immobilité et le Quantum 30%. Ça se tient, hein, ça se tient. Allez-y, votez. On est en plein dedans, donc allez-y. Merci beaucoup en tout cas pour tout, pour être venu. On vous donne rendez-vous le 15 octobre. À 17h, on vous enverra la même communication que vous avez jusqu'à présent. Dans quelques jours, n'hésitez pas à aller voir notre site internet pour la réponse aux dernières questions. Et puis, si vous en avez d'autres, eh bien, vous n'hésitez pas à me les envoyer, bien évidemment. À bientôt tout le monde. Merci beaucoup. Ouais, merci beaucoup. Au revoir. Au revoir, merci. Merci. Au revoir. Et au revoir. Merci Maxime.
Merci, Juan José.